Allô, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Un petit commentaire pour dire si vous m'avez bien entendu. Oh, barakallahu fikum. Donc, on va attendre un petit peu 20 heures, 7 minutes. J'ai fait exprès de commencer un peu plus tôt pour voir si ça marche. Apparemment, vous m'entendez bien. Alhamdulillah. Salam alaikum, Ahmed Val. Barakallahu fik, Mohamed. Merci beaucoup pour cette invitation. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب. Salam alaikum wa rahmatullah. Avant tout, je remercie beaucoup l'atelier d'insertion et d'orientation pour cette invitation. Pour animer ensemble, voir ensemble, échanger sur la manière dont on peut se différencier avec notre CV, puisqu'en fait c'est un des problèmes que rencontrent beaucoup de primo-demandeurs d'emploi qui se heurtent à un système très confus, qui n'ont pas un système prédéfini pour avoir un CV de telle sorte que pour pouvoir engranger les premiers entretiens. Donc moi, ce que je vais faire, je vais axer cette petite intervention sur 10 points qu'on peut voir sur notre CV, qu'on peut pour nous permettre de nous différencier vraiment avec les autres demandeurs d'emploi. Puisqu'en fait, il faut savoir que dans les cabinets de recrutement et dans les sociétés, on rencontre on reçoit pas mal de CV par jour. C'est des centaines, des milliers de CV par jour sur l'année. Je ne sais même pas comment. Et avec les profils qui viennent de Pôle emploi, parce que moi je suis en France, ou de l'ADEME, si c'est au Luxembourg, et les profils dits déjà experts qui vont aller postuler sur des sites spécialisés emploi. Donc le recruteur reçoit pas mal de CV et il n'a pas plus de 8 heures pour les traiter. Donc de telle sorte que le recruteur il va avoir une stratégie, c'est d'aller vers le CV qui l'attire le plus. Et le CV qui va l'attirer le plus, ce sera dans le contenu et dans le style. Et donc ça, on va voir ça sur 10 points. Avant ça, je voulais me présenter. Moi, je m'appelle Moussa Kébé. J'ai 33 ans. Je suis marié. Je suis père d'un petit garçon. J'ai eu un parcours scolaire classique parce que je suis mauritanien d'origine. J'ai fait mon parcours primaire à l'école annexe de Nouakchott. Et puis j'ai rejoint plus tard le collège des garçons, qui va être plus tard le lycée des garçons, et de faire un bac C, et d'arriver en France en 2006. Et quand je suis arrivé en France en 2006, j'ai changé carrément disons, de parcours. Au lieu d'aller vers le scientifique, j'ai choisi d'aller vers un métier plutôt connoté littéraire, donc tout ce qui est ressources humaines. J'ai découvert les ressources humaines par les premiers entretiens que j'ai faits en tant que salarié étudiant. Ça m'a beaucoup intéressé, le fait de recevoir des personnes et de leur chercher un travail. J'ai trouvé ça noble. Et j'ai plus tard eu un diplôme de Bac+2 en tant qu'assistant ressources humaines, que j'ai complété avec un diplôme fédéral en Suisse qui s'appelle un certificat en gestion du personnel, plus un bachelor que j'ai obtenu à la HR Academy de Luxembourg. Donc j'ai eu, disons, pas mal d'expérience dans les cabinets de recrutement en France, au Luxembourg et en Suisse. Et depuis un an bientôt, j'ai créé ma propre structure qui s'appelle Splash Guy Recrutement. Splash Guy Recrutement, pourquoi? Parce que je suis un ancien basketteur et puis un fan de basket. Comme beaucoup de jeunes Nouakchottois, on avait le choix entre Stade Capitale pour être footballeur ou l'ancienne maison des jeunes pour être basketteur. Et donc j'ai choisi d'être basketteur. Donc, revenons à... ça, c'était une petite présentation. Et donc, merci encore à l'atelier d'insertion et d'orientation pour cette invitation.
Ça va pas être, je vais essayer de faire de telle sorte que ce soit pas une sorte de cours magistral sur un amphi, quelque chose de complexe. On va essayer des échanges. Je vois vos messages. Vous pouvez envoyer des questions. Donc, en fait, moi, ce que j'ai eu en tant que jeune recruteur, l'expérience que j'ai eue, c'est que quand j'étais jeune recruteur, j'étais avec un senior qui m'apprenait le métier. Euh, le tri du CV est quelque chose de vraiment, disons, une des choses les plus complexes. Parce que soit quand on est dans un cabinet de recrutement, on a une commande de notre client qui cherche des compétences et un parcours très spécifique, de telle sorte, ça nous oblige, nous, d'essayer le maximum possible d'être dans les clous, ou soit c'est dans une société classique qui a un service de ressources humaines et qui reçoit pas mal de CV par rapport aux offres qu'ils ont mis en ligne ou bien qu'ils ont diffusé dans les journaux ou autres. Donc moi, ce que je peux vous donner, c'est les deux, disons les deux versions, parce que j'ai été dans une société classique et aussi j'ai été dans des cabinets de recrutement. Mais j'ai plus fait des cabinets de recrutement qu'une société classique. Et je peux vous dire une chose, la première chose, la chose la plus importante, s'il y avait vraiment une chose plus importante sur un CV quand on postule à un poste, c'est de faire de telle sorte que notre CV, en tout cas, match à 70% avec l'annonce. Dès que je reçois une annonce sur Internet ou sur un journal ou quel que soit le support de diffusion et que j'ai envie de postuler, je ne dois pas juste avoir un CV que j'ai quelque part dans mon ordinateur classique que je vais rapidement balancer au recruteur. C'est une faute grave. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement qualifiés, extrêmement compétents, qui n'arrivent pas à décrocher le poste parce qu'ils ont un CV qu'ils ont créé il y a 1 an ou il y a 2 ans. Ils vont juste rajouter leur dernière expérience et l'envoyer au recruteur. Le recruteur va regarder le CV, va dire bah, ça ne correspond pas avec ce que j'ai mis en ligne, donc next. Alors que dans les faits, peut-être que ce candidat-là a tous les prérequis pour avoir le poste. Puisque quand la majeure partie, en tout cas disons 60% des gens qui postulent, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent correspondre au poste demandé. Donc la première erreur qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir un vieux CV et de l'envoyer directement. Quand j'ai une offre d'un poste de développeur Java, on me demande telle expérience en Java ou telle connaissance en tel langage ou autre langage sur la job description, j'ouvre mon CV, je regarde l'annonce, je regarde mon CV, qu'est-ce qui correspond pas, qu'est-ce qu'ils ont mis en obligation d'avoir pour accéder au poste, qu'est-ce qu'ils ont mis en moins bien, et je compare. Est-ce que mon CV, est-ce que déjà l'annonce me parle? Si l'annonce me parle, est-ce que le CV correspond à l'annonce? S'il ne correspond pas, on prend 30, 40 minutes, 1 heure de temps, on s'assoit, on rédige notre CV, on modifie notre CV par rapport à l'annonce. C'est 1 heure de temps qui vont vous faire gagner plusieurs mois de galère d'attente de résultats. Parce qu'il faut savoir que la plupart des recruteurs, ils sont submergés de CV et du coup, bah déjà, ils vont aller au CV le plus clair, qui correspond le plus à l'annonce, et ils vont aller vite pour pouvoir recruter cette personne. En attendant, vous attendez votre réponse 1 mois, 2 mois, et puis derrière, vous dites oui, c'est pas sérieux, cette entreprise n'est pas sérieuse, ils nous ont même pas fait une réponse, j'attends toujours. C'est parce que, au départ, vous n'avez pas eu le bon format de votre CV, vous ne vous êtes pas penché sur l'annonce concrètement, et vous ne vous êtes pas penché sur votre CV pour voir si l'annonce correspond à votre CV.
Donc, ça, c'est important. Ça, c'est le point 1. Et si, disons même que ça pourrait être, s'il n'y avait qu'un seul point à retenir, ce serait ça. De vraiment se conformer à l'annonce. On cherche un mécanicien poids lourd. Moi, j'ai un CV de mécanicien véhicule léger. Ben, j'envoie pas mon CV. Même si je pense que je corresponds au poste parce que j'ai les compétences. Il faut que dans mon CV, je puisse montrer au recruteur qui va recevoir ce CV que éventuellement je peux avoir un premier entretien. Ce qui fait défaut à beaucoup de candidats. Parce que dès que tu as au bout de fil le recruteur, sache que à 50%, le recruteur il va te recruter parce qu'il n'a pas le temps à perdre. Et ça, je pense qu'on si on va avoir un autre live pour parler des questions que les recruteurs veulent entendre, des réponses que les recruteurs veulent avoir, comment parler avec un recruteur, que ce soit un entretien ou bien que ce soit un entretien téléphonique ou face-to-face. Ça, on arrivera à ça un autre moment, Inch'Allah. Donc, première chose, le CV doit s'adapter à la fonction. Première chose. Deuxième chose, c'est de rester clair sur le CV. Très clair. J'ai un diplôme Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4. Je regarde l'annonce. Qu'est-ce qu'il demande? J'écris clairement ce que j'ai comme diplôme. J'écris clairement ce que j'ai comme formation complémentaire. J'écris clairement ce que j'ai comme compétences. Ça, c'est très important. On cherche un développeur Java, 8 ans de dev Java. Si j'en ai 4, la probabilité que je sois retenu est très, très minime. Donc, j'essaie d'écrire clairement ce que j'ai comme compétences. Clairement. Et ne pas en faire trop pour ne pas se griller plus tard. Parce que vraiment, il faut se dire que le recruteur, il reçoit beaucoup de CV. Il faut que quand il ouvre votre CV, tac, il lit, ok, ah j'ai ça, c'est ce que je cherche, j'avance avec ce candidat. Mais dès que c'est farfelu, j'ai fait ça il y a quelques temps, c'est pas clair, le recruteur il va pas perdre du temps, même si parfois il passe à côté de candidats qui sont qui sont très brillants, mais parce que dans leur CV, c'était pas clair. Voilà. C'est une sorte de carte d'identité. Il faut que quand le monsieur check ou la dame check, elle se dit ok, j'ai ce qu'il me faut. Je cherche un monsieur qui a 1m30, je veux pas un monsieur qui a 1m80 pour juste planter le décor. Et la troisième chose, les mots-clés. Sur n'importe quel CV, sur n'importe quelle annonce, il y a des mots-clés. En tout cas, sur les annonces, il y a des mots-clés, ça c'est sûr. Sur les CV, malheureusement, il y a des gens qui ont des parcours magnifiques, mais ils n'arrivent pas à se vendre sur leur CV de telle sorte que on ne voit pas clairement mentionner Java ou mentionner .NET ou SQL. Sauf que peut-être que le monsieur est un grand développeur, mais il l'a pas mis. Et du coup, ça fait que le monsieur qui fait le tri ou la dame qui fait le tri dit ok, moi je vois pas. En fait, les mots-clés dans un CV, c'est comme un appât. C'est quand la personne va à la pêche, il met l'appât et le poisson, il va aller dans cet appât-là pour le prendre. Et donc, toi, en tant que personne qui cherche un job, la chose qui est essentielle, je vis la job description, je veux envoyer mon CV, j'essaye au maximum et puis être le plus honnête possible de sortir ces mots-clés. Parce que derrière, le recruteur, il est devant son ordinateur, il tape des mots-clés par rapport à... on arrivera à un moment où je vous expliquerai, Inch'Allah, comment les recruteurs font des recherches. Il va taper certains mots-clés, il va taper par exemple Bac plus 2, Java, SQL, comptabilité, logiciel Yardi ou quelque chose comme ça sur un logiciel qu'il a en interne.
et ce logiciel-là va lui faire sortir tous les CV où ces mots-clés figurent. Et donc déjà, si vous sortez déjà sur ce premier tri, vous avez beaucoup plus de chances, en tout cas, vous avez déjà 30% de chances d'être convoqué à un entretien. Par rapport à celui qui va mettre juste développeur, full stack, tant d'expérience, j'habite ici, j'ai fait telle chose, mais on ne voit pas. On ne voit pas, parce que la personne, lui, les recruteurs, pour s'aider, pour aller plus vite, ils vont taper des mots-clés et ils veulent que ces mots-clés-là, que des informations remontent, que des CV remontent. Et donc ça, c'est très important. Donc toujours, ça rejoint le premier... le premier point, c'est de toujours s'adapter à la job description. Le deuxième point, si on le regarde bien, d'être clair, ça veut dire de s'adapter toujours à la job description. Le troisième point, les mots-clés. Et les mots-clés, on ne les trouvera que sur la job description. Donc, comme je vous disais, s'il y avait un seul point à retenir, c'est qu'il faut, à chaque fois que votre CV s'adapte au maximum possible à la job description. Donc, le point 3 aussi rejoint le point 1, d'être, voilà, je vois tel mot-clé sur la job desk, je l'intègre sur mon CV. Et la quatrième chose, comme dans toute chose, quand on fait des choses dans la vie, la société qui est en face, il cherche à gagner, dans tous les sens. Il cherche à recruter des gens qui ont l'esprit de la gagne, des gens qui ont l'esprit de faire développer leur société. Et donc, toute société veut voir sur le CV, le quatrième point, c'est de mettre en avant les compétences et les réussites. Vous avez fait 5 années réussi quelque part, il faut le noter sur votre CV. J'ai fait 5 ans chez la boîte X, c'était des 5 ans très réussis parce que j'ai réalisé telle chose. C'est des réussites. Et ça, le recruteur qui voit ça, il dit, ok, moi je vais ajouter dans mon équipe quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui est dans l'esprit de gagner, quelqu'un qui a l'esprit de réussite. Et donc, ça donne tout de suite envie qu'on vous convoque à un entretien. Donc, mettre en avant ces réussites sur le CV, professionnel bien sûr, et puis même extra-professionnel, si on est basketteur professionnel ou on est karatéka, on a formé des enfants ou des choses. Mettre en avant ça. L'esprit de réussite, l'esprit de gagne. Ça, c'est le quatrième point. Et si on peut dire... Le cinquième point, c'est bien présenter son CV. Je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples de CV qui, à mon avis, moi, sont bien rédigés, de telle sorte qu'il y ait des blocs compétences. Moi, j'aime bien quand il y a compétences tout en haut, il y a la description du poste. Je suis mécanicien poids lourd. Tout de suite en haut, je veux voir, première colonne, les compétences d'un mécanicien poids lourd. Je dis, ah, celui-là, c'est le monsieur que je cherche ou c'est la dame que je cherche. Il y a tout de suite les compétences. Et après, ces compétences-là, moi, je veux voir l'expérience. J'étais dans telle société, et parce que le monsieur qui est dans votre CV, il va aller checker. Quand il va voir que vous étiez chez telle société, il va regarder sur Internet qu'est-ce qu'elle fait cette société. Est-ce que c'est une société réputée? Est-ce que les gens sont bien là-bas? Est-ce que rester là-bas 5 ans, c'est gage de valeur ou pas? Est-ce que c'est pas juste une société qui accepte tout le monde et qui n'est pas sérieuse? Donc, quand on va voir ça clairement écrit devant, j'étais dans telle société de telle année à telle année et j'ai fait telle chose. Voilà, l'expérience. Et après, on vient à la formation. Et puis toujours aussi, en partant de l'expérience, il faut, moi à mon avis, c'est mon avis, moi j'aime bien voir les dernières expériences. C'est-à-dire que quand je vais lire la première ligne, c'est l'expérience qu'il est en train de faire actuellement. C'est pas que je dois descendre jusqu'à tout en bas pour voir ce qu'il fait actuellement. Donc,
on fait par ordre chronologie du plus récent au plus ancien sur la présentation. Et après, on arrive aussi à la formation, on fait la même chose, du plus récent au plus ancien. Et après, tout ce qui est loisir, d'essayer de faire bien, de le mettre bien de telle sorte que de montrer, en général, la petite chose qui fait la différence souvent, c'est de voir, je vais postuler dans la société telle, d'aller me renseigner sur la société, voir quel est l'état d'esprit de cette société, qu'est-ce qu'ils ont organisé comme chose extra-professionnelle, est-ce qu'ils ont organisé un tournoi de basket, de football ou d'autres, et de voir si moi, les choses que je fais en extra-professionnel correspondent aux attentes, ou en tout cas à ce que le client, la société en l'occurrence, met en avant. Donc ça va déjà créer lors de l'entretien, on en arrivera à un autre moment, lors de l'entretien, d'avoir des points de convergence avec la société. Pouvoir parler le même langage, dire oui, moi je suis passionné de basket, et d'avoir en face un recruteur qui parle de basket. Moi je vous assure que si la personne, elle est top au niveau professionnel, et que derrière il me dit ouais, je suis basketteur, ça y est, moi en tant que recruteur, il m'a pris. Parce que j'aime le basket, on va avoir quelque chose à dire, il n'y aura plus de blanc dans l'entretien. Je vais le mettre à l'aise, et moi, je vais me mettre à l'aise. Parce qu'on parle des choses qu'on aime. Donc ça, c'est la présentation. La 6e chose, c'est de ne pas dépasser 2 pages. Ça, c'est pour les gens, les communs des mortels. Hein. Vous et moi, et par contre, tout ce qui est les profils qui ont fait des thèses, qui ont fait des doctorats, qui ont des publications, ça c'est vraiment autre chose. Mais sinon, en général, c'était 1 page, mais maintenant, il y a des dérogations jusqu'à 2 pages. 2 pages, voilà, vous et moi, on peut mettre 2 pages, ou sinon 1 page. Et pour ce qui est exception des doctorants, des gens qui ont fait des recherches, qui ont fait des publications, ça c'est un autre monde, il n'y a pas de problème. Mais 2 pages, maximum. La 7e chose, c'est d'ajouter une touche personnelle à son CV. On n'a pas demandé de faire des coloriages ou de faire des dessins. Selon le poste qu'on veut occuper, on a une certaine touche personnelle à rajouter sur le poste, sur notre CV. Si je postule pour un poste de responsable marketing ou bien gestionnaire marketing et que j'envoie un CV noir et blanc, monotone, il n'y a rien de... Je ne vais pas recruter cette personne. Même si c'est la meilleure des marketing et tout ça. Je veux quelqu'un qui va montrer que vraiment elle a de la créativité, elle va mettre des choses extraordinaires, elle va même m'envoyer un CV électronique dans un lien avec son book et autres. Là, je dis, cette personne-là, elle sait de quoi elle parle. Mais même si c'est en quelque sorte une manière de choisir, et comme le disent les gens, choisir c'est renoncer. Et dites-vous bien que la personne qui est en train de recruter, elle est là pour choisir. Et elle va choisir par rapport à des données qu'elle a mis déjà en place sur l'annonce, par rapport au poste. Je ne vais pas attendre d'un mécanicien poids lourd qui me fasse des dessins. Non, je vais attendre un CV correct, un parcours professionnel noir sur blanc. Et voilà, je sais que ses compétences, je vais plus m'attarder sur ses compétences que sur la partie artistique. Qu'un monsieur qui va postuler pour du marketing, je vais m'attendre à de la créativité. Il fait que son CV, dès qu'on le voit, on dit ça c'est le CV d'un monsieur qui fait de la marketing ou d'une dame qui fait de la marketing. Donc ça c'est important. Essayez d'ajouter une touche personnelle. 8e chose, c'est l'orthographe. L'orthographe est une grammaire impeccable.
vraiment, il y a des personnes qui vous envoient des CV, même leur nom est mal orthographié. C'est pas des blagues. Et même quand j'étais jeune recruteur, c'était une des blagues que certains recruteurs faisaient dans les cabinets. C'était de voir les perles, les CV les plus drôles qui ont été envoyés, voilà, avec des fautes d'orthographe un peu partout. Euh, non, je sais que j'ai des lacunes en français, ou en anglais, ou en arabe. J'écris mon premier CV. Je vais voir une personne qui lit bien et qui écrit bien en français ou en arabe ou en anglais. Elle me corrige. Il n'y a pas de honte en cela parce que tu cherches un travail. C'est quelque chose de noble. Tu cherches à gagner ta vie. Tu cherches à t'élever socialement. C'est quelque chose de noble. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. J'écris mon CV. Je vais voir quelqu'un qui va m'aider à améliorer ce CV. Pour que derrière, je puisse déjà avoir un premier entretien et éventuellement décrocher mon poste. Donc ça, c'est très important. Orthographe sur le CV et sur le mail. Si vraiment vous envoyez un mail de candidature, appliquez-vous. C'est en général 3-4 lignes. Appliquez-vous auprès de quelqu'un, mettez-vous à côté de quelqu'un, demandez-lui conseil. Cette personne va vous aider à écrire très bien, ce qui va capter l'attention du recruteur et éventuellement déclencher un premier entretien. Donc c'est quelque chose de très important. Et je sais qu'on a des lacunes, nous, qui sont en français et autres, c'est pas notre langue maternelle et autres, ou en anglais ou autres, mais faites des efforts. On est là pour chercher du travail, on est là pour avoir quelque chose dans notre vie, faites des efforts. Relire, donc le point 8, l'orthographe et grammaire, donc point 9, c'est pareil. Relire et lire son CV. Appelez quelqu'un, votre femme, votre soeur, votre frère, votre professeur, une des connaissances, le faire lire, relire le CV de telle sorte que vous envoyez un CV avec en tout cas le moins de couacs possible. Et 10e et dernier point, c'est le format. Le format, il ne faut jamais, sauf si le recruteur vous le demande explicitement, envoyer un CV en format Word. Tous les CV que vous envoyez chez un professionnel, ça doit être en PDF. Il n'y a pas de négociation. Dès que j'envoie un document chez un recruteur, ça doit être en PDF. Sauf si le recruteur m'appelle et me demande d'envoyer en Word parce qu'il doit modifier certaines choses. Ça se fait beaucoup dans les cabinets de recrutement où parfois le recruteur voit en vous des compétences qui sont top et qu'il ne voit pas, que vous n'avez pas mis en exergue sur votre CV. Il vous demande de lui renvoyer une version Word pour qu'il puisse modifier avec votre accord pour l'envoyer chez le client. Et ça, vous n'aurez pas cette chance si vous êtes sur une société finale. Si vous passez par un cabinet de recrutement, vous avez parfois des recruteurs qui vont être indulgents, qui vont voir que vous avez des compétences et qui vont vous demander de leur renvoyer une version Word et qui vont vous aider un petit peu à vous positionner chez leurs clients. Mais dites-vous qu'un document que vous envoyez, il est en Word. Assurez-vous que tout ce qui est police soit le même police partout. Pas que j'ai 12 par là, j'ai 10 au milieu, j'ai 5 en bas. Non, ce n'est pas un contrat d'assurance où on met des choses plus petites en bas et des choses gros. Non. C'est un CV, ça doit être clair, ça doit être lisible facilement. La personne qui lit votre CV doit être va passer un bon moment. Il est devant les tas de CV et il doit se différencier, il doit aller au plus vite et donc vous lui rendez même service en écrivant correctement et un CV clair, concis, aéré. Déjà il a quelque chose. Il aime votre CV, ça veut dire que déjà il a envie de vous rencontrer potentiellement. Et dites-vous une chose, un recruteur qui vous appelle,
c'est 50%, il veut vous recruter. Sinon, il ne perdrait pas son temps. Donc, bien souvent, on rate ce virage-là parce qu'on parle pas correctement, on répond mal aux questions. Et derrière, ben, on perd cette éventualité d'avoir un entretien et puis d'avoir le poste. Voilà les 10 points que moi je pense qui sont essentiels. Wallah alam, je suis vraiment désolé, parce que c'est la première fois que je fais un live. Je vais essayer de vous donner un document qui va résumer tout ça. Et donc, je suis ouvert aux questions. Il y a Adama Ibn Hamidou qui demande, est-ce que mettre une photo dans le CV? Oui, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Tout dépendra vraiment du contexte et des pays pour ça. Mais moi j'aime bien voir à qui j'ai affaire. Ça c'est très bien. La photo, elle présente bien. Maintenant après pour des raisons de discrimination et autres choses, oui il y a parfois des gens qui demandent à ne pas mettre de photos en avant. Mais bon, quand on s'appelle Moussa Kébé, on peut ne pas mettre de photos, mais on sait déjà qu'on n'est pas un caucasien. Ça, c'est très important de le savoir. Et donc, si on peut avoir une photo qui est bien présentée, qui est, voilà, costume bien taillé, quelque chose de bien fait avec un professionnel, oui, ça peut passer auprès de certaines sociétés. Wallah alam. Et il faut toujours vous dire une chose, c'est que le recruteur, bah, c'est un être humain. Il a sa manière de penser, il a sa manière, c'est les choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. Il y a un livre qui s'appelle, écrit par Monsieur Harvey, là, c'est un présentateur américain, qui s'appelle Think Like a Man, réfléchir comme un monsieur. C'est un livre qui s'adresse à la gente féminine pour comprendre les hommes. Et aussi pareil, en fait, il faut vous aussi en tant que candidat réfléchir comme un recruteur et acheter des livres de recruteurs. J'ai un livre d'une personne qui est dans mon réseau qui s'appelle Recruteur 80 questions pour réussir votre entretien. Ça, c'est des livres qui sont intéressants à lire facilement, à comprendre comment les recruteurs pensent, qui peuvent vous permettre en fait de faire la différence sur votre CV et autres. Donc, c'est ce que j'avais à dire. J'ai fait le live avec... Est-ce qu'il y a une forme spécifique de CV? Non. Ça, tout dépendra en fait. Non et oui. Tout dépendra de là où on vient. Par exemple, quand j'étais au Luxembourg, je rencontrais souvent en cabinet des CV format Union européen qui sont déjà pré-remplis. Mais vraiment, sincèrement, aujourd'hui, avec la mondialisation, avant il y avait des CV français qui étaient plutôt mettre les formations. Hein. Les sociétés françaises, même je pense qu'il y en a qui gardent ce genre de tradition, ils aiment bien voir la formation tout en haut, l'école et autres. Les Américains, les Américains et les Nord-Américains, ils vont plus s'attarder sur les compétences que tu vas leur apporter. Donc ils veulent voir tout de suite, en lisant votre CV, que vous pouvez leur apporter telle et telle chose. Et donc ils ne vont pas perdre du temps pour vous recruter. Wallah. Mais vraiment un modèle tel ou tel, sauf si dans l'annonce, le recruteur spécifique que tu dois avoir telle formation ou un tel format de CV, mais sinon il n'y a pas vraiment. Quand c'est aéré, quand ça respecte l'annonce qui a été faite, c'est top. Voilà. Il n'y a pas d'informations, beaucoup d'informations un peu partout qui font que on perd en fait, le plaisir de lire le CV. Wallah alam. Doit-on mettre des informations personnelles comme l'adresse postale, situation familiale? Ça dépend. Hein, ça dépend. Sauf si vous pensez qu'il y a cette société ou autre, elle a des problèmes de discrimination. Et entre nous, je préfère ne pas aller dans une société qui a de discrimination. Donc je ne leur mets pas, j'y vais pas déjà. Donc je ne vais pas perdre mon temps parce que même s'ils me recrutent, je vais vivre l'enfer. Or le travail,
doit être aussi une source de plaisir. Donc oui, je pense que l'adresse postale et situation familiale est importante dans certains cas, mais est-ce que c'est obligatoire? Je ne sais pas. Wallah alam. Et je pense pas que vous êtes non, je pense pas que ce soit obligatoire. Je pense pas que ce soit obligatoire. Sauf si c'est des postes spécifiques. Par exemple, moi, je sais que je travaille beaucoup avec des clients suisses. Ils veulent que tout ce qui est banque, toutes les personnes qui travaillent avec les banques et des trucs sensibles de recherche, ils veulent des gens qui habitent en Suisse. Et donc, si vous n'avez pas d'adresse en Suisse, bah, vous avez beaucoup de chances de ne pas l'avoir parce que vous allez avoir l'ordinateur de la société avec des données qui sont hyper sensibles. Et le fait de partir avec ça, par exemple, parce que moi j'habite à Évian, je suis à 30 minutes de bateau de la Suisse. Et il y a beaucoup de gens qui vont travailler tous les jours et reviennent. Si cette personne-là n'habite pas en Suisse, alors qu'elle travaille dans une banque sur des positions clés, hein, si elle n'habite pas en Suisse, bah, elle a beaucoup de chances de ne pas avoir le poste. Wallah alam. Mohamed Lamine, tu dis que le candidat a-t-il compris l'annonce? Les points forts du candidat sont-ils en adéquation avec le poste ou l'entreprise? Oui, ça aussi, c'est ça. On revient toujours à cette chose de lire l'annonce, de comprendre ce qu'on cherche et d'essayer de vous asseoir tranquillement dans un endroit calme et de dire, OK, quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je peux tout de suite mettre en avant chez ce client? Est-ce qu'il cherche un développeur? Est-ce que je sais faire telle chose? Est-ce qu'il cherche un mécanicien? Est-ce que je sais faire telle chose? Je le mets clairement en avant. Et pour ça, vraiment, il faut prendre au minimum 1 heure de temps devant l'annonce et de le rédiger correctement. Et une chose, je vais vous raconter une anecdote. J'avais une fois, quand j'étais encore jeune étudiant, je venais de me marier, alhamdoulilah, et j'ai pris un CV de ma femme, je l'ai modifié, j'ai enlevé toutes ses compétences, toutes ses formations, et puis j'ai mis les miens à la place. Sauf que j'ai oublié qu'en enregistrant, il y a toujours le nom de ma femme sur le document. Et puis je l'envoie et je rencontre un recruteur qui est plutôt très comique. Il me reçoit un entretien et après, dans l'entretien, il me dit: Ah, c'est votre femme qui vous a créé votre CV? Je dis: Non, comment ça? Après, il me montre sur son ordinateur, et ben, il y avait le nom de ma femme sur le titre du CV. Et ça, c'est des petits détails comme ça. J'aurais rencontré un recruteur qui est très pointu ou autre, et il va pas avancer avec ma candidature. Voilà, là. Mais vraiment, il faut être très méticuleux avec votre CV. C'est très important. C'est votre, euh, c'est votre image, votre première image chez la société. Et donc, il faut qu'elle soit le plus correcte possible, plus en adéquation avec votre formation, votre parcours, pour pouvoir espérer de décrocher le premier entretien. Wallah alam. Donc, comme je disais tout à l'heure, je fais le live avec mon téléphone. J'aurais bien voulu vous montrer quelques exemples de CV que j'ai aujourd'hui dans mon vivier que je trouve intéressant. Sauf si je fais ça comme ça. Le fait d'avoir des compétences sans diplôme, c'est pas une fatalité. Mon frère, c'est pas une fatalité. Pourquoi? Et ça, les sociétés américaines, nord-américaines, ils ont compris ça très tôt, puisque bon, ça les arrange parce que leur système scolaire est très très cher. Ils savent qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de payer des milliers d'euros pour se former. Et donc, avoir des compétences, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de très important, savoir faire tel, le savoir-faire, au final, c'est ce qui compte. Il y a des sociétés aujourd'hui en France qui commencent à s'ouvrir à ça.
Et bon, donc pour ça, bah, on valide en fait, il y a ce qu'on appelle des validations de compétences. C'est-à-dire que la personne a fait des années de mécanique, mais elle n'a jamais eu le diplôme de mécanicien. Elle va préparer un dossier qu'elle va présenter auprès du CNED. C'est un organisme. Et cet organisme-là peut lui décerner en fait un diplôme de mécanicien ou de comptable ou de autre. Mais ce n'est pas une fatalité. Je pense que notre société en Mauritanie, que je connais pas très bien au niveau professionnel, parce que je suis un peu j'ai tout mon parcours professionnel, je l'ai ici. J'aimerais bien, avec ma société, commencer à travailler avec les sociétés mauritaniennes, mais je pense que c'est pas une fatalité. Au contraire, il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme du tout et qui sont très, très, très compétentes. Mais il y a ce qu'on a mis en place de leur donner des validations de compétences pour qu'ils puissent évoluer plus tard dans leur poste. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je peux le faire que comme ça. Ça, c'est un monsieur qui est contrôleur de gestion. Donc là, moi, j'ai enlevé toutes ces données. Il a émis son nom, prénom, l'adresse. J'ai enlevé la photo. Et je trouve son CV très top parce que là, il met expérience professionnelle et il met ses expériences les plus récentes aux plus vieux. Et là, juste là, il met les domaines de compétences. Donc comptabilité, contrôle de gestion. Je ne sais pas si vous voyez bien. Euh, et puis les outils qu'il maîtrise, les langues qu'il maîtrise. Et là, il a mis ses centres d'intérêt, sa personnalité, bien, les personnes de référence et au final, sa formation. Voilà. Ce CV-là, c'est un CV qui est pour moi très clair, qui donne envie d'être lu. Et puis au final, on peut le convoquer à un premier entretien. Il y a un deuxième CV ici d'un développeur Android. Parce que, bon, je parle beaucoup de développeurs parce que je travaille beaucoup avec des informaticiens. C'est un Suisse, ce monsieur-là. Et, euh, et il a son adresse. Là, tout de suite, dès qu'on commence, il met toutes ses compétences. Donc, langage informatique, bien sûr, les outils, tout ce qu'il sait faire. Et ça, dès l'annonce, euh, ça peut faire déjà la différence. Dès que le recruteur a, si ça correspond avec l'annonce du recruteur, ça peut tout de suite faire la différence. Et là, c'est la partie expérience, donc plus récent, plus vieux. Là, la formation, donc les centres d'intérêt ici. Et puis là, tout ce qui est les petites formations qu'il a fait, les associations dans lesquelles il est. Et puis, c'est tous les réseaux sociaux. Voilà un petit peu. Donc, il y a le frère Taïb qui demande comment on peut justifier lors d'un entretien une mauvaise expérience professionnelle, genre une rupture d'un contrat ou d'une démission pour des raisons de santé ou autre. Moi, je pense que il n'y a pas mieux que d'être honnête. Parce que ça va se savoir. Je travaille beaucoup avec les Suisses, comme je l'ai dit, et les Suisses prennent beaucoup les références. Avec votre accord, bien sûr. Mais déjà, si vous dites que non, votre candidature est déjà vouée à l'échec. Mais ils prennent beaucoup les références, c'est-à-dire qu'ils appellent votre ancienne société, peut-être pas celle de tout de suite, la dernière, peut-être l'avant-dernière, pour leur poser la question, qu'est-ce qui s'est passé, comment se fait-il que vous êtes parti. Donc quand je suis en entretien, j'étais malade, ça c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous, aux recruteurs comme aux recrutés, c'est de dire clairement, cette période-là, j'étais malade, je me suis soigné. Maintenant, il faut lui donner des garanties qu'on n'a pas, hein, parce que on ne peut pas savoir ce qui est demain nous est réservé. Il faut lui dire que voilà, que vous n'êtes plus sous traitement, ou bien vous êtes sur traitement, que c'est contrôlé, que ça ne vous empêche pas de faire votre travail et autres. Ça, c'est au niveau santé. Donc, être clairement honnête. Niveau démission, si la personne
a vu votre CV. Elle vous a convoqué. Je dis que c'est 50% du fait qu'il va vous recruter. Si vous venez et que vous lui expliquez clairement que vous avez démissionné de cette entreprise, sans pour autant casser du sucre sur cette entreprise, hein, parce que les sociétés, ils ont toujours peur des gens qui viennent, qui critiquent l'ancienne société. Vous leur dites, voilà, moi, ça ne s'est pas bien passé, ben, je devais travailler sur telle technologie et on m'a donné telle technologie et je voyais que ça ne pouvait pas avancer, j'ai démissionné. Clairement, être honnête, c'est la meilleure des choses. Donc si vous êtes honnête, vous dites les choses clairement, en général, vous n'avez pas de problème. Wallah alam. Mais tout se justifie, hein, c'est... Voilà. Mais sachez que déjà que vous avez, lors de l'entretien, un pied dans la société. Et donc, c'est à vous de reconforter le candidat, le recruteur. Donc, je dis que l'image a été inversée. Donc, comment je dois faire? Est-ce que l'image est toujours inversée? Donc, ouais, je pense que je ne peux pas faire autrement sur l'image. Mais voilà, c'était juste pour vous illustrer un petit peu qu'un CV doit être vraiment aéré. Et moi, j'aime bien, et beaucoup de recruteurs, ils aiment bien avoir un CV où les compétences sont... Ah, ok. Merci pour l'idée. Comme avant. Comme ça devrait le faire. Hein. Merci beaucoup, Mohamed Lamrabat. Je pense que là, c'est bon. Hein. C'est mieux comme ça. Ok. Donc voilà. Là, par exemple, c'est un développeur Android. Et il a mis tout de suite qu'il est développeur Android. Et il a mis les compétences tout de suite. Clairement, les compétences qu'il a, c'est très clair. Il a telle compétence. Et ça, si ça correspond à l'annonce que le candidat, que le recruteur a mis en place, eh ben, il est assuré en tout cas d'un premier call téléphonique. Et après, dans un second temps, on fera un live, Inch'Allah, bismillah, pour tout ce qui est les premières calls téléphoniques pour pouvoir passer ce premier filtre. Là, il a mis tout ce qui est il a mis qu'on appelle un petit avatar, son nom, prénom, adresse. Là, il a mis l'expérience professionnelle qu'il a eue, donc du plus récent au plus vieux. Là, il a mis tout ce qui est associatif, toutes les choses qu'il fait en dehors, ses centres d'intérêt et la formation. Ça, c'est un CV très conçu, voilà, on a envie d'appeler la personne rapidement et de développer avec cette personne. Là, il y a un deuxième CV. C'est un contrôleur de gestion. Monsieur, c'est un contrôleur. J'ai flouté son visage. Il s'appelle Oumaro, permis B. Encore pareil. À droite, tout de suite, on a tout ce qui est compétences, domaine de compétences. Donc langue, informatique et ce qu'il fait, donc la finance, il met clairement. Je rajouterai moi-même en plus des logiciels de gestion de finance, ce serait top. Et là, tout de suite, il a parlé de ses expériences professionnelles. C'est clair. Voilà. Et même dans les expériences professionnelles, il développe un petit peu ce qu'il a fait. Et ça, je trouve ça très bien. Ça se lit. Le format, c'est le top. C'est le même format un peu partout. Et là, la formation qu'il a fait. Et voilà. Et puis là, les références. Parce qu'en Suisse, ils aiment bien connaître tout de suite vos références. Comme ça, on ne perd pas du temps. On peut appeler rapidement la société. Wallahu ala wa alam. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Donc si vous avez d'autres questions, je suis ouvert à ça. Que ce soit via ce live tout de suite ou bien par mon adresse sur Facebook. On essaiera, Inch'Allah, de s'entraider. En tout cas,
profiter de ce confinement pour changer nos méthodes de travail, surtout pour rechercher un travail qui est essentiel, qui est un élément essentiel dans notre vie. On fait des études ou pas, mais on veut quand même toujours travailler et gagner dignement sa vie. Et donc, si on peut s'entraider avec des échanges de petits astuces, comme disait mon professeur de mathématiques, Hamd Mokhtar, à lycée national, les astuces. Donc, si on a des petites astuces, on peut toujours se les échanger. Et puis, merci beaucoup pour l'atelier d'insertion et d'orientation, de m'avoir invité. Et puis voilà, au plaisir de faire une autre séance avec vous sur tout ce qui est l'aide de motivation, sur tout ce qui est réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et autres, voir comment on peut se différencier, éventuellement faire, et je pense que c'est important, les premiers entretiens téléphoniques, voir comment on peut avancer, en tout cas passer le premier filtre, qui est le premier filtre qui empêche beaucoup de gens d'aller en entretien, et puis éventuellement à l'entretien, de pouvoir, Inch'Allah, décrocher le poste et que ce soit un poste qui est bien pour vous et pour votre famille. Jazakumullahu khair, dua bil khair, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de ces temps qui sont un peu compliqués. Et, et puis j'espère que vous allez tous bien, et de faire attention et de rester chez vous, et puis de vous استعينوا بالصبر والصلاة. السلام عليكم ورحمة الله.